toujours effectivement, de par mes fonctions au sein de la direction des affaires spéciales, qui également gère les problématiques de recouvrement, tout segment de clientèle confondu, la responsabilité du banquier est mon quotidien. Et à la question de savoir si les règles aujourd'hui applicables aux banquiers comme fournisseurs de crédit sont adaptables aux nouveaux acteurs du crédit alternatif, je dirais qu'indiscutablement, la réponse à apporter est positive. Et ce, pour différentes raisons, dont la première, peut-être, peut se lire dans le rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris sur les modules bancaires, point 4 de ses recommandations, qui invite les nouveaux acteurs à respecter certaines règles communes qui correspondent à celles dont l'inobservation actuelle motive les principaux cas de responsabilité du prêteur. Et dans son rapport, le Haut Comité évoque notamment le devoir de mise en garde et les dispositions relatives au soutien abusif, et ce sont ses propres mots. Deuxième point, la formulation des règles qui s'imposent actuellement aux établissements de crédit, qui sont des règles à la fois jurisprudentielles, des règles de communication, mais également des dispositions légales, sont dans une grande généralité et elles s'adressent globalement soit aux prêteurs, soit aux créanciers, soit aux fournisseurs de crédit, soit aux professionnels, et manifestement elles visent plus l'acte de crédit que la spécificité de son auteur. Enfin, troisième raison, la jurisprudence, il y a déjà longtemps, à peu près une dizaine d'années, s'est exprimée clairement en ce sens pour sanctionner la responsabilité d'un fournisseur qui avait consenti à son client un crédit qui avait été considéré comme trop long et qui avait fait l'objet d'une condamnation pour soutien abusif. D'où l'intérêt pour notre sujet de l'examen de cette responsabilité telle qu'elle existe à ce jour, étant précisé que je suis bien conscient par rapport à la thématique qui a été traitée cette matinée, que cette problématique pourra vous apparaître un peu décalée dans la mesure où on va traiter de questions, je dirais, juridico-judiciaires tout à fait classiques. Alors, la responsabilité du banquier est extrêmement évolutive, évidemment. Elle n'est pas facile à systématiser et on peut néanmoins retrouver quelques principes de façon constante. Ces principes sont les suivants. D'abord, la responsabilité du fournisseur de crédit peut être engagée par l'emprunteur, bien sûr, mais aussi par les créanciers de l'emprunteur et également par la caution, et cette responsabilité peut être civile ou pénale. Deuxième point, le prêteur, dans son travail de fournisseur de crédit, doit appliquer un principe de non-immixtion et n'a pas à rentrer dans le projet de son client qui seul supporte les risques de l'opération. Et troisième point, il appartient à l'emprunteur de fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation du fournisseur de crédit qui n'a pas lui-même à procéder à des investigations autres, évidemment, que l'analyse des éléments, mais des éléments qui lui sont fournis par le candidat emprunteur. À partir de là, je pense qu'on peut dire que la responsabilité du prêteur correspond à différents dysfonctionnements ou fautes qui interviennent d'abord dans l'octroi du crédit, qui peut être inadapté ou excessif, dans l'affectation des fonds prêtés, lorsque les modalités contractuelles ne sont pas respectées, quand il y en a évidemment, dans une temporalité inadéquate, soit
soit que les concours soient maintenus alors que manifestement l'emprunteur n'a plus la capacité de les rembourser, n'est plus pliable, et c'est l'hypothèse du soutien abusif, soit qu'il soit procédé à la résiliation des concours de façon irrégulière ou sans respecter les délais, et c'est l'hypothèse de la rupture brutale. Alors, le soutien abusif, c'est historiquement la première cause de mise en jeu de la responsabilité du fournisseur de crédit, et ça a été longtemps la quasi exclusive et la plus importante. Elle couvre l'hypothèse dans laquelle le prêteur continue à maintenir ses crédits alors que l'emprunteur est dans une situation irrémédiablement compromise. Et de ce fait, on considère que le fournisseur de crédit cause un double préjudice à l'égard de l'emprunteur en ne prononçant pas la résiliation du crédit, le conduisant à une poursuite déficitaire de son activité qui creuse ainsi un passif supplémentaire, et à l'égard des créanciers de l'emprunteur par l'apparence de solvabilité qui crée le soutien abusif et qui trompe les co-contractants de l'emprunteur, qui peuvent ainsi être conduits à continuer à commercer avec lui avec tous les risques que cela comporte, alors que ce dernier aurait déjà dû cesser toute activité. Mais le caractère systématique des actions en responsabilité engagées de ce chef, dont l'objectif, il faut bien le dire, était souvent de pouvoir négocier avec les banques, est apparu comme constituant un obstacle au développement du crédit et allait conduire le législateur à la réforme de 2005, à l'occasion précisément de l'instauration de la procédure de sauvegarde. Cette réforme, ensuite codifiée sous l'article L651 du Code de commerce, introduisait un principe de non-responsabilité des créanciers du fait du crédit consenti en cas de procédure collective, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée, ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. Alors, l'instauration de ce texte allait dans un premier temps entraîner, je dirais, une période de silence de la pratique qui effectivement cessait d'engager la responsabilité du banquier avant que celle-ci ne commence à combattre ce principe en plaidant essentiellement l'existence des exceptions. Alors, la première attaque s'est faite au travers de la notion de fraude qui a été approchée sous son angle civiliste en soutenant que la seule conscience pour le fournisseur de crédit de maintenir un crédit à un emprunteur que l'on savait en situation irrémédiablement compromise était constitutif d'une fraude en ce qu'il trompait ses créanciers. Mais la Cour de cassation, de façon extrêmement ferme, rappelait que la fraude devait s'entendre comme une volonté délibérée de tromper dans une intention de nuire et rejeter cette approche. Deuxième angle d'attaque, ça a été d'invoquer assez systématiquement la disproportion entre les garanties prises et les concours consentis, et ce, même en l'absence de déséquilibre, sachant que pour un emprunteur, il n'est pas fautif de se couvrir, je dirais, à environ 120% de sa créance. C'est en général les ratios qui sont pratiqués dans la banque classique. Enfin, troisième point d'attaque, en mettant en avant les causes d'émission, sans pour autant que soit justifié évidemment d'une immixtion caractérisée que la Cour de cassation assimile à une gestion de fait qu'elle définit comme une activité positive de direction. C'est l'état actuel de sa jurisprudence. Et on a constaté effectivement une certaine tentative de... Pardon, je vous interromps, mais en gros, ce que vous nous dites, c'est jusqu'à 2005, on y allait de tout feu, tout bois à l'égard des banques. Il y a cette réforme dont vous venez d'expliquer les tenants. Vous évoquez certaines jurisprudences.
Mais vous, en tant que représentant, on va dire aujourd'hui l'affaire spéciale BNP, en termes de flux, est-ce que vous avez vu une différence significative? Est-ce que vous avez indiqué que c'était essentiellement pour la voie contentieuse était utilisée pour en fait forcer la banque à revenir à la table de négociation? Est-ce que vous avez eu beaucoup de cas où finalement vous avez été condamné? Est-ce que quand vous voyez arriver un début d'action contentieuse, tout de suite du coup vous accédez à négocier? Ou est-ce que compte tenu des contours de la loi, vous vous dites en fait non, on ne va pas aller dedans et ils finiront par lâcher? Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'actions évidemment en soutien abusif. J'ai dit tout à l'heure que dans un premier temps, elle s'était arrêtée. On a le sentiment depuis 3 ou 4 ans qu'elles sont en train de reprendre, et comme je vous le disais, elles reprennent parfois en ignorant même délibérément l'existence de l'article 651 et se contentant d'invoquer l'article 1382 du Code civil qui pose le principe général de responsabilité. En fait, on essaye, juste par rapport à notre audience qui n'est pas toujours juriste, c'est que, en gros, le législateur avait voulu cantonner le risque contentieux en créant un article spécifique pour limiter justement la capacité des emprunteurs à aller chercher la responsabilité des prêteurs. Et après, ce qu'on voit déployer, c'est effectivement des actions sur le principe général de responsabilité délictuelle avec une faute et donc une tentative de mise en jeu à partir du moment où le lien de causalité est avéré. Oui, alors on peut s'interroger sur l'avenir de l'action en soutien abusif. Je pense que certains qualifient cette action de défunte. Ce n'est pas tout à fait sûr parce qu'il existe entre la gestion de faits et l'induction caractérisée une place dans laquelle la pratique pourrait se glisser pour forcer le passage et finalement arriver à faire valoir l'expression, parce que c'est comme ça que se passent les choses. Vous avez de très mauvaises décisions qui sont rendues par des tribunaux très médiocres, qui, parce qu'elles sont uniques, sont publiées, et petit à petit, à force de précédents, les tendances en arrivent à évoluer. Ces décisions qui sont améliorées par la pratique au fil des années finissent par triompher en cour d'appel, et c'est comme ça qu'elles sont validées par la Cour de cassation. Donc pour l'instant, au niveau du soutien abusif, je crois qu'il n'y a pas d'avancée. La Cour de cassation est ferme, et à ma connaissance, il n'y a pas de décision de Cour d'appel qui retienne la responsabilité d'un banquier, mais on ne peut pas dire, notamment en raison des évolutions du droit des obligations, que le soutien abusif puisse être définitivement intérêt. Mais je dirais que le soutien abusif n'est pas la seule cause de responsabilité, puisqu'on en a une seconde qui a émergé précisément au moment où l'article L651 était promulgué, c'est la responsabilité pour fourniture d'un crédit non adapté ou excessif. Alors, la règle est que le fournisseur de crédit ne peut accorder de crédit de façon inconsidérée et qu'il doit faire preuve de discernement. Et il doit en particulier s'assurer que son crédit, le crédit qu'il consent, est supportable pour l'emprunteur, il n'est ni inadapté ni excessif. Et il est débiteur à l'égard de cet emprunteur d'un devoir de mise en garde s'il considère, et seulement s'il considère qu'il existe un certain déséquilibre, et si l'emprunteur n'a pas la capacité de s'en rendre compte, c'est-à-dire si l'emprunteur est non averti, et si l'emprunteur, bien sûr, est de bonne foi. Ce devoir est à mi-chemin entre le devoir d'information et le devoir de conseil. Le devoir d'information, c'est le devoir de base du banquier qui permet de faire son analyse et qui l'oblige à informer son client du produit qu'il lui propose. Et le devoir de conseil va plus loin, puisqu'il consiste pour le prêteur à agir sur la décision de l'emprunteur en l'éclairant sur l'opportunité de sa décision. Mais ce faisant, le prêteur court le risque de s'immiscer dans les affaires de son client, et la Cour de cassation ne le lui impose pas, hormis pour certains contrats particuliers. Comme vous le dites, c'est pour les emprunteurs non avertis.
Et a priori, ce n'est pas nos PME qui émettent de l'ordre d'un seuil minimal de 30 millions d'euros des EuroPP. On est d'accord. Juste, néanmoins, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus ce devoir de mise en garde est mis en avant, y compris par des entreprises dans les hypothèses de crédit très complexes. Et on voit en tout cas des tentatives, dans le cadre notamment de crédits structurés, d'invocation de cette obligation de mise en garde. Par ce biais, l'entreprise, qui est effectivement un professionnel, essayant d'occulter son caractère d'averti pour bénéficier de la réparation du préjudice qui correspond à la perte de chance qu'aurait eu l'emprunteur de ne pas contracter s'il avait été mis suffisamment en garde. Et du reste, le préjudice ne correspond pas exactement au montant des sommes prêtées, mais plus, je dirais, le manquement au devoir de mise en garde est important, plus la chance du prêteur aurait été forte de ne pas contracter s'il l'avait respecté strictement, et plus l'indemnité se rapproche du montant des sommes prêtées. Voilà. Donc les avocats font preuve de beaucoup de créativité, ça vous êtes en train de dire. Les avocats sont extrêmement créatifs sur ce sujet, et j'ajoute qu'aujourd'hui, contrairement au devoir, à l'obligation, aux problématiques de soutien abusif, les problématiques de mise en garde couvrent la totalité du champ de la clientèle des banques. On le voit opposé aussi bien en corporate, comme je vous l'ai dit, qu'en retail, y compris en droit de la consommation. Et je dirais qu'il y a une assignation sur 3 en recouvrement qui est suivie d'une exception de manquement au devoir de mise en garde qui est un moyen commode d'essayer d'échapper à la condamnation.